presque neuve. Quel dommage d'envoyer une si belle voiture à la casse. De toute manière, toutes les voitures marchant à l'essence seront bientôt dépassées. Alors, il paraît que d'ici 30 ans, toutes les réserves de pétrole seront épuisées. Ah. Ouais. Mais alors, que ferons-nous quand il n'y aura plus de pétrole? Ordi devrait le savoir. On sait qu'actuellement en France, 22% du courant électrique provient de l'énergie thermique. Et comme l'énergie thermique utilise essentiellement du pétrole, La production d'énergie thermique pourrait manquer de carburant. Alors, Ordi, que ferons-nous lorsque nos ressources en pétrole seront épuisées? eh bien je pense que le nucléaire pourrait prendre le relais. Voici le noyau d'un atome, qui constitue la majeure partie de sa masse. Oh, il est lui-même constitué de protons chargés positivement et de neutrons électriquement neutres. On peut donc dire, pour résumer, que le noyau est chargé positivement. Si le noyau était une balle de baseball, la taille de l'atome serait équivalente à celle d'un stade, c'est-à-dire des milliards de fois plus important que le noyau lui-même. C'est fou. Et qu'est-ce qui tourne comme ça? Ce sont les électrons dont la charge est négative et égale à celle des protons. Le nombre d'électrons varie selon la nature du noyau. Le diamètre de l'atome est de 100 millionièmes de centimètre. Ça existe? Bien sûr. On peut comparer l'atome au système solaire et dire que le noyau occupe la place du Soleil autour duquel les électrons se meuvent comme des planètes. Les atomes se distinguent par le nombre de leurs protons ou bien par celui de leurs neutrons. Prenons un exemple. L'atome d'hydrogène, le plus léger de tous, n'a pas de neutrons, mais seulement un proton et un électron. Et son nombre atomique est donc 1. Et l'atome d'hélium est le plus léger après l'atome d'hydrogène? 2 protons et 2 neutrons. Et 2 électrons donc. Son nombre atomique est donc 2. Le nombre atomique est celui des protons de l'atome. La structure complexe de l'atome ne fut connue qu'au XXe siècle, mais l'existence de l'atome était supposée depuis 25 siècles. Néanmoins, la découverte de la radioactivité fut un important tremplin. Vous me suivez, les enfants? On essaie. Nous voici à la faculté de Rome en 1934. Elle abrita notamment le laboratoire du physicien italien Enrico Fermi. Attendez-moi! Allez, essayons avec ça. Oui, tout de suite. Un autre échec. Oh. Cherchons encore, Enrico. Mhm. Bon, hydrogène, pas de résultat. Qu'allez-vous expérimenter cette fois-ci, monsieur Fermi? La radioactivité artificielle. Oh, la radioactivité, c'est une propriété du noyau de l'atome qui consiste dans l'émission de certaines radiations révélant des transmutations. Et c'est au physicien allemand Röntgen que l'on doit la découverte des rayons X en 1895. Un an plus tard, le physicien français Henri Becquerel découvrait un autre rayonnement, émis cette fois-ci par des sels d'uranium. Et il fallut attendre 1898 pour que le Britannique Rutherford nommât ces 2 types de rayonnement, alpha et bêta. L'année suivante, on découvrait un 3e type de rayonnement, n'est-ce pas? Oui, le rayon gamma, que l'on ne comprit que plus tard. Les rayons alpha sont des noyaux d'hélium, chargés positivement. Les rayons bêta... Sont des électrons. Ah, bravo! Et les rayons gamma sont des rayons très énergiques. Enfin, c'est en France que la découverte la plus importante fut faite en 1934. Il s'agit bien sûr des travaux de Frédéric et Irène Joliot-Curie. En bombardant un noyau d'aluminium par des particules alpha émises par du radium, ils parvinrent à diviser le noyau. L'aluminium se changea alors en phosphore.
et le magnésium en silicium. Ces nouvelles substances se révélèrent toutes radioactives. Mais pour bombarder le noyau, j'ai pensé à autre chose que les particules alpha. Quoi donc? Un bombardement de neutrons lents, ordi. Je devine ce que vous voulez faire. Oui, je veux travailler sur la radioactivité en utilisant les neutrons. Et voici donc ces neutrons. Cette ampoule contient du radon, un gaz, et du beryllium. Alors, en bombardant cette ampoule de neutrons, vous saurez s'il y a ou non radioactivité, c'est cela? L'expérience ayant réussi, il faut que je fasse très attention, car ces produits sont très dangereux. Ces émissions radioactives sont de très courte durée. Il faut donc faire très vite pour les détecter. Autant dire que ces expériences demandent une extrême prudence. Tout le monde sait que vous êtes prudent, monsieur Fermi. Monsieur Fermi, faites vite, tout est prêt. Fermi et ses collaborateurs multiplièrent les expériences. Mais leurs échecs répétés les découragèrent vite et ils faillirent abandonner. Fermi essaya pourtant de mettre en évidence la radioactivité avec chacun des éléments. Et puis un jour, il essaya le fluor, le 9e élément. L'expérience aboutit enfin. L'atome de fluor absorbait les neutrons et il devenait un élément radioactif. Fermi procéda alors méthodiquement en testant chacun des éléments successivement. Ah, c'est le tour de l'uranium. De loin le plus lourd de tous les éléments existants dans la nature. En le bombardant de neutrons, Fermi créera peut-être un 93e élément. Qui sait? Oh, je lui souhaite. Il est si persévérant. J'ai réussi. Ils découvrirent alors que cette nouvelle substance radioactive se distinguait assez nettement de l'uranium. Malheureusement, Fermi et son équipe ne purent pas le mettre en évidence eux-mêmes. Mussolini, à la tête du gouvernement fasciste, préparait déjà l'entrée de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. La situation politique allait freiner les recherches scientifiques. Les découvertes peuvent être mal utilisées. Je dois quitter l'Italie, absolument. En 1938, il reçut le prix Nobel de physique qui couronnait son œuvre et il s'expatria aux États-Unis. Il arriva à New York en 1939 où il rencontra le physicien danois Niels Bohr. Messieurs. Alors, a-t-on découvert la nature véritable des produits radioactifs? Oui, des physiciens allemands semblent avoir trouvé. Selon eux, la substance obtenue après le bombardement de l'uranium par les neutrons serait du barium radioactif. Or, comme le noyau du barium pèse moitié moins que celui de l'uranium, je peux certifier maintenant que notre hypothèse était correcte. L'uranium se divise en 2 noyaux plus petits. Hein? Le noyau se divise en 2. Une fission nucléaire. Et moi qui cherchais un 93e élément. En fait, lorsqu'on bombarde un noyau d'uranium avec un neutron, l'uranium se divise en libérant de nombreux neutrons, ainsi qu'une énergie énorme. C'est la fission nucléaire. Et puis les neutrons émis bombardent à leur tour un autre noyau, qui libère encore des neutrons. Et ainsi de suite, sans fin. C'est le phénomène de réaction en chaîne de la fission nucléaire. Autant dire que la différence de masse fournit une énergie d'une intensité impressionnante. Fermi et ses collaborateurs s'intéressèrent de plus près à cette énergie d'une puissance inouïe sous le terrain de sport de l'université de Chicago. Le premier réacteur nucléaire fut construit en 1942. Très simplement, l'uranium fut inséré entre des blocs de graphite et le 2 décembre 1942, le réacteur nucléaire fonctionna. La fission nucléaire se produisait d'elle-même en chaîne. Mais l'énergie nucléaire, inventée par l'homme, ne fut pas qu'utilisée pacifiquement. Une bombe atomique fut larguée au-dessus du Japon.
Et plus de 300 000 hommes périrent à Hiroshima et à Nagasaki. Utiliser une énergie si puissante dans un but guerrier, c'est révoltant et dégradant pour l'homme. Il faut tout faire pour empêcher ça. Après la guerre, on essaya d'utiliser pacifiquement l'énergie atomique. On construisit donc des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Voici un exemple de centrale nucléaire. Rentrons à l'intérieur de la centrale. Est-ce que le réacteur nucléaire se trouve là-dedans? Oui, le réacteur nucléaire est protégé par un caisson d'acier lui-même entouré d'un caisson de béton. La fission nucléaire fournit une énergie dont la température dépasse les 250 degrés. De l'eau transformée en vapeur sous pression fait tourner les turbines qui font elles-mêmes tourner le générateur qui produit l'électricité. C'est le principe du réacteur nucléaire à eau pressurisée. En fait, une centrale nucléaire fonctionne sur le même principe que les centrales thermiques, la fission nucléaire remplaçant la combustion du charbon ou du pétrole. Un seul gramme de carburant nucléaire utilisé dans la fission nucléaire équivaut à 3 tonnes de charbon, ou son équivalent en pétrole, 2000 litres. Oh, j'en reviens pas. Regardez bien, voilà ce qu'on appelle un élément de combustible qui contient de l'uranium enrichi et qui est stocké sous haute sécurité. On les introduit dans le réacteur où, une fois les conditions réunies, ils déclenchent la réaction en chaîne de la fission nucléaire. Mais cependant, il faut distinguer 2 types d'uranium de qualité et de nature différente. 2 types? Oui, l'uranium 235 et 238. 235 et 238 représentant le nombre de protons et de neutrons contenus dans ces noyaux. Et puisqu'ils ont le même nombre de protons, leur différence vient donc de leur nombre de neutrons. Imaginons maintenant que cette balle de baseball est un neutron dont je vais bombarder l'uranium. Une fois touché, l'uranium 235 se met en colère avant d'exploser et de se diviser en 2. Tandis que l'uranium 238 absorbe le neutron dont on le bombarde. Quel appétit! Il me rappelle une certaine Zazou. C'est donc l'uranium 235 qu'on utilise comme carburant dans les réacteurs nucléaires. Mais il y a un problème. L'uranium naturel ne contient qu'un très faible pourcentage d'uranium 235. Alors, pour parvenir à obtenir plus d'uranium 235, on a pensé qu'on pourrait le concentrer. Ainsi, quand on le place dans une centrifugeuse, les particules les plus légères d'uranium 235 se groupent autour du centre. L'uranium ainsi enrichi contient près de 3,5% d'uranium 235, ce qui en fait un carburant idéal pour les centrales. La vitesse du neutron libéré lors de la fission nucléaire est de 20 000 km/s. Pour que la fission nucléaire puisse se déclencher en chaîne, il faut utiliser un atome plus léger, tel que l'hydrogène, qui absorbe l'énergie, de façon à réduire la vitesse du neutron jusqu'à 2 km/s. Et voilà! Pour déclencher ce processus de ralentissement du neutron dans le réacteur nucléaire, on utilise tout simplement de l'eau. La fission nucléaire déclenchée, le nombre des neutrons ne cesse alors d'augmenter. Et lorsque ce nombre de neutrons devient trop élevé, un contrôle systématique s'effectue à l'intérieur même du réacteur. Les neutrons en trop sont absorbés. Mais si la fission nucléaire se répète sans cesse, ça veut dire que la radioactivité aussi est permanente. N'est-ce pas dangereux, Ordi? Eh bien, Zazou, tu viens de mettre le doigt sur le problème majeur posé par l'essor de l'énergie atomique. Bien que les radiations soient nécessaires aux traitements médicaux, on n'ignore pas le danger encouru par les patients lors d'expositions trop fréquentes aux radiations. On a donc équipé les réacteurs nucléaires de protections aussi fiables que possible afin d'éviter toute fuite de radioactivité
et toute contamination des hommes et de l'environnement. Les équipes travaillant sur place prennent bien sûr des précautions et sont soumises à une surveillance médicale. Mais malgré toutes ces mesures de sécurité, le nucléaire inquiète toujours l'opinion publique. Si des émissions radioactives pouvaient sortir du cœur de la centrale, le danger pour l'environnement serait immense. La grande question qui reste est, qu'allons-nous faire des déchets radioactifs dangereux? Selon leur degré de radioactivité, on utilise différentes solutions. On peut les enterrer profondément, ou les stocker dans des galeries souterraines, ou les isoler encore davantage dans des containers multicouches, eux-mêmes enfouis sous terre. Ces déchets resteront radioactifs très longtemps. Oh, et puis à l'allure où on l'utilise, l'uranium ne finira-t-il pas par manquer, hein, Ordi? J'ai entendu dire que les réserves mondiales s'élevaient à près de 5 millions de tonnes. Et qu'en est-il de l'uranium que l'on utilise dans les réacteurs nucléaires, hein? L'uranium 235. Oh, c'est vrai, il ne représente que 0,7% du total. Exact. 99,3% de l'uranium naturel est inutilisable comme carburant. Mais lorsque notre uranium 238, très gourmand, avale les neutrons, il se transforme en un nouvel élément. Le plutonium. Il absorbe les neutrons ultra rapides et devient fissible en libérant de l'énergie nucléaire. L'horrible bombe atomique larguée au-dessus de Nagasaki le 9 août 1945 était une bombe au plutonium. Puisqu'il peut provoquer une fission, pourquoi ne pas s'en servir comme carburant? Les réacteurs à plutonium sont actuellement en voie de développement. C'est une ressource importante. Voici d'ailleurs le tout dernier réacteur à neutrons rapides. Voilà l'élément combustible, le plutonium, et aux deux extrémités, l'uranium 238. À l'intérieur du réacteur, le plutonium déclenche la fission nucléaire et émet des neutrons qui sont ensuite absorbés par l'uranium 238 avant d'être à nouveau changés en plutonium. Pour résumer, on peut dire que ces nouveaux réacteurs à neutrons rapides exploitent la totalité de l'uranium 238. Et voilà! On peut donc augmenter nos réserves. C'est génial, on va pouvoir gagner quelques dizaines d'années. Et puis, ça va permettre de préserver nos ressources plus longtemps. Il reste beaucoup de plutonium dans les déchets nucléaires. On peut peut-être arriver à les récupérer. Ça y est, il n'y a plus de problème d'énergie. Va un peu vite, Elias. Hein? Pour que ces nouveaux réacteurs à neutrons fournissent une énergie 10 fois plus importante que par le passé, il va falloir utiliser du sodium liquide à la place de l'eau. Or, le sodium liquide présente un danger énorme. Si de l'eau entre à son contact, il peut se produire une réaction explosive. Ce n'est pas un mince problème à résoudre. Est-ce qu'il existe des énergies renouvelables et plus sûres, Ordi, hein? Là-haut? Le soleil? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Connaissez-vous la manière dont le soleil brûle? Moi, je sais, par fusion nucléaire. À une température très élevée, les atomes d'hydrogène s'unissent les uns aux autres et produisent une énergie formidable. L'hydrogène se transforme en hélium. Eh bien, sachez qu'on apprend à utiliser ce principe pour réaliser d'immenses réacteurs à fusion nucléaire. Alors c'est comme si on recréait le soleil? Mais ce n'est pas une mince affaire. Il faut d'abord commencer par réduire les atomes d'hydrogène à l'état de plasma. De plasma? Sous l'effet de la chaleur, une substance solide devient liquide avant de devenir un gaz qui, si on lui impose une température très élevée, finira par libérer des électrons qui se sépareront de leur noyau. C'est cet état que l'on appelle le plasma de fusion. Pour qu'une fusion nucléaire ait lieu sur Terre, on utilise du deutérium et du tritium. Le deutérium a un neutron, le tritium en a 2. Lorsque l'on impose une température très élevée à ces deux atomes, les électrons se séparent et on obtient du plasma. Les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former des noyaux d'hélium en libérant une énergie formidable. Oui, mais avant d'utiliser l'énergie produite par cette fusion nucléaire,
Il faut approcher 10 millions de degrés. Tu parles d'une température. Et puis, il faut arriver à insérer 10 milliards de particules de plasma dans 1 centimètre carré en 1 seconde. Mais pourquoi, Ordi? Pourquoi? Même la surface du Soleil n'atteint pas cette température. Il faut que beaucoup de conditions soient réunies pour que la fusion nucléaire ait lieu sur Terre. Hop! Pour ce qui est du Soleil, la densité du plasma et la température au cœur de notre étoile sont si élevées que la fusion nucléaire se déroule toute seule. Allez, mon petit Soleil! Ah! Sur Terre, aucun matériau ne peut supporter une chaleur équivalente à celle du Soleil. Mais on essaye de développer un nouveau type de réacteur nucléaire. Le tokamak. Ce tokamak est équipé d'un conteneur muni d'aimants à l'intérieur duquel on maintient le plasma à une température très élevée et loin des parois. Mais si toutes les conditions ne sont pas réunies, la fusion nucléaire ne pourra pas avoir lieu. Ils y arriveront, Ordi. Ils y arriveront. Sans doute. Il est vrai que les océans sont riches en deutérium. Et puis l'énergie produite sera 4 fois plus importante qu'avec la fusion nucléaire classique. Ça pourrait être l'énergie de l'avenir. Et pourvu que cela soit sans danger pour les hommes et non polluant. Espérons également que l'humanité saura faire un usage pacifique de cette énergie née de la fusion nucléaire.